Bonjour et bienvenue à Gastro 101. Je m'appelle Dr Alicia Demers-Leblanc et je suis gastro-entérologue au Centre hospitalier universitaire du Québec au Canada. Dans cette série de podcasts, nous discuterons de pathologies digestives rencontrées fréquemment en clinique. Avec moi aujourd'hui, dans les studios de Gastro 101, est ma co-hôte, Dr Adriana Lazarescu. La semaine dernière, nous avons discuté le cas d'une jeune femme souffrant de constipation à transit lent. Adriana, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Eh bien, afin de compléter les notions acquises lors du dernier podcast, je pensais que nous pourrions discuter du traitement de la constipation chronique. Très bien. Avant de faire cela, pourquoi ne passons-nous pas en revue les 3 principaux types de constipation chronique? Bien sûr. Premièrement, nous avons la constipation à transit lent. Ce sont des personnes qui vont peu fréquemment à la selle, souvent une fois par semaine ou moins. Habituellement, sans douleur abdominale importante. Ensuite, nous avons le syndrome du côlon irritable de type constipation. Contrairement à la constipation à transit lent, le syndrome du côlon irritable est principalement un trouble douloureux et la constipation est généralement une considération secondaire. Enfin, la défécation dysynergique est caractérisée par des difficultés à passer même des selles molles ou liquides en raison d'anomalies fonctionnelles ou anatomiques avec le rectum distal, les sphincters anaux ou le plancher pelvien. Puisque la prise en charge de la défécation dysynergique est différente des autres types de constipation chronique, nous discuterons de celle-ci dans un podcast dédié. Parfait. Alors, quelle est ton approche de la prise en charge de la constipation chronique? Eh bien, tout d'abord, j'aimerais parler de certaines considérations générales qui s'appliquent aux patients souffrant à la fois de constipation à transit lent et de syndrome du côlon irritable de type constipation. Premièrement, je trouve utile d'identifier dès le début de la rencontre avec le patient quelle est sa principale préoccupation. Ces patients présentent souvent des symptômes depuis de nombreuses années. Pourquoi demandent-ils un avis médical maintenant? La raison est souvent très révélatrice. Par exemple, le patient peut avoir un ami avec des symptômes similaires récemment diagnostiqués avec un cancer du côlon. Ainsi, il se demande si lui aussi pourrait avoir un cancer. Soulager cette préoccupation peut être l'intervention la plus thérapeutique de toutes. Deuxièmement, il est important d'identifier le symptôme dominant du patient. Est-ce le passage de selles dures et sèches? Est-ce une difficulté à évacuer? Est-ce des douleurs abdominales ou des ballonnements? Le symptôme dominant influencera le choix de la thérapie, en particulier avec les laxatifs. Par exemple, si le symptôme dominant est le ballonnement, l'utilisation de suppléments de fibres peut aggraver ce symptôme. Au lieu de cela, je me concentre sur des mesures diététiques, par exemple l'élimination d'aliments produisant des gaz et la limitation des produits contenant du lactose et du fructose. Une consultation en nutrition peut aussi être utile dans ces cas. Troisièmement, les habitudes de vie sont importantes. J'insiste sur l'importance de manger des aliments sains régulièrement, en plus d'être actif, car l'exercice stimule le péristaltisme. J'ai souvent des patients qui viennent à mon bureau et me disent qu'ils boivent de grandes quantités d'eau, croyant qu'ils peuvent résoudre le problème de selles dures et sèches de cette façon. Est-ce que boire des tonnes d'eau est utile pour la constipation? Bien qu'il soit important de maintenir une hydratation simple et de boire en cas de soif, il n'est pas utile de pousser cette volonté au-delà des besoins physiologiques. Il est impossible de dépasser la capacité d'absorption de l'intestin en buvant des tonnes d'eau. Tout ce que cela va faire est de produire des mictions plus fréquentes sans augmenter la fréquence des selles. Tout cela fait beaucoup de sens. Y a-t-il autre chose que tu discutes avec tes patients atteints de constipation chronique? L'éducation est également importante. Je trouve utile d'expliquer aux patients la pathophysiologie de base de ces symptômes. J'utilise soit un diagramme dessiné à la main, soit un dessin animé
pré-imprimé comme celui sur cette diapositive pour montrer comment le réflexe péristaltique est dérangé dans la constipation ou dans le syndrome du côlon irritable de type constipation et comment cela influence leur sensation de douleur, de ballonnement ou d'inconfort abdominal. Dans le cas que tu as présenté la semaine dernière, la patiente craignait que sa constipation ne provoque une accumulation de substances toxiques dans son corps. Est-ce possible? Heureusement, non. Il est important de démentir le mythe qui est dans la culture populaire qu'il faut aller à la selle tous les jours. En fait, il n'y a aucune preuve scientifique que les patients qui défèquent quotidiennement sont en meilleure santé que ceux qui vont à la selle 2 ou 3 fois par semaine. L'objectif principal ne devrait pas être la fréquence des selles, mais bien le confort du patient. Parfait. Comme nous le savons, les laxatifs sont fréquemment utilisés pour traiter la constipation chronique. Il y a 5 principales classes de laxatifs, soit les laxatifs émollients, les laxatifs osmotiques, les laxatifs stimulants, les prokinétiques et les sécrétagogues. Parlons de chacun d'eux individuellement, si tu veux bien, Adriana. Commençons d'abord par les laxatifs émollients. On les retrouve sur le marché sous forme de comprimés de Docusat ou sous forme de suppositoires de glycérine. Ceux-ci fonctionnent surtout comme des lubrifiants, facilitant le passage des selles. Beaucoup de gens les prennent, mais ils sont surtout utiles pour la constipation légère. Ils ne sont probablement pas suffisants pour le patient souffrant de constipation assez grave pour consulter un spécialiste pour cette raison. La plupart ont déjà essayé et échoué ce type de laxatif. Je suis d'accord avec toi. Discutons maintenant d'une classe de laxatifs qui fonctionne mieux, soit les laxatifs osmotiques. Les laxatifs osmotiques incluent les laxatifs à base de polyéthylène glycol 3350 ou PEG 3350, vendus au Canada sous des noms comme Restoralax et Laxaday. Le lait de magnésie et le lactulose en sont d'autres exemples. Tous les laxatifs osmotiques agissent en créant un appel d'eau vers le tube digestif et donc en augmentant la teneur en eau des selles, ce qui permet un péristaltisme plus efficace. Je recommande fréquemment les laxatifs osmotiques pour la constipation à transit lent. Ils sont aussi utiles pour traiter la constipation chez les patients souffrant de syndrome du côlon irritable de type constipation, bien qu'ils ne soient pas utilisés pour le traitement de la douleur. Et de quelle façon devraient être pris ces laxatifs? Lors de l'utilisation de laxatifs osmotiques, il y a plusieurs choses à garder en tête. Premièrement, ils fonctionnent mieux s'ils sont pris quotidiennement. Ils sont moins efficaces lorsqu'ils sont pris au besoin, lorsque la constipation est sévère. De plus, ils devraient être pris avec suffisamment d'eau et la dose doit être augmentée jusqu'à ce que la consistance des selles soit adéquate. Par exemple, lors de l'utilisation du PEG 3350, je recommande que les patients prennent une dose, soit 17 grammes, une fois par jour. Par la suite, je leur recommande d'augmenter lentement la dose jusqu'à ce que les selles deviennent molles et plus faciles à évacuer. Si les selles deviennent liquides, le patient peut diminuer la dose sans problème. Il est aussi important de savoir que le PEG 3350 peut être pris plusieurs fois par jour sans problème, si nécessaire. Les patients peuvent être préoccupés par l'utilisation quotidienne de ces laxatifs. Ils peuvent craindre que leur côlon devienne dépendant ou que les laxatifs causent des dommages sur le long terme. En fait, les laxatifs osmotiques sont extrêmement sûrs. J'ai des patients qui les prennent quotidiennement depuis des années et le côlon ne devient pas dépendant de ces médicaments. Ces laxatifs sont même prescrits sans risque en pédiatrie. Ils ne causent pas de dommages intestinaux, contrairement aux laxatifs stimulants dont je parlerai dans une minute. Un point à souligner avec cette classe de laxatifs concerne le lactulose. Celui-ci produit beaucoup de gaz et de ballonnement et il est souvent moins bien toléré. Pour ces raisons, je n'ai pas tendance à l'utiliser régulièrement. Je suis parfaitement d'accord. Adriana, la semaine dernière, nous avons discuté de l'utilité de faire une radiographie de l'abdomen en cas de constipation significative
afin d'évaluer s'il y a présence d'impaction colique pour orienter la thérapie. Peux-tu nous en parler un peu plus? Bien sûr. S'il y a présence d'impaction colique de sel sur la radiographie, je recommande à mes patients de faire un lavement intestinal afin de vider le côlon de ces sels. Vous pouvez imaginer que si le côlon est plein de sel, l'efficacité des laxatifs sera moindre. Je recommande habituellement aux patients de prendre 4 litres de PEG sur une période de 24 à 48 heures, sans nécessairement modifier leur diète par ailleurs. Une fois fait, le patient doit par la suite prendre une dose régulière de laxatif afin de prévenir la réaccumulation des sels. Parfait. Cela fait un bon tour des laxatifs osmotiques. Enchaînons maintenant avec les laxatifs stimulants, si tu veux bien. Cette classe inclut les produits comme le séné, le cascara et le bisacodyl. Ils sont vendus en vente libre sous une variété de noms. Ils sont également présents dans de nombreux produits naturels sans nécessairement être listés dans les ingrédients. Par exemple, de nombreux thés nettoyants vendus dans les magasins d'aliments naturels contiennent du séné ou du cascara. Ils sont appelés stimulants car ils stimulent ou, dans certains cas, irritent l'intestin afin qu'ils produisent des contractions péristaltiques. Bien que ceci fonctionne pour la constipation, il y a certaines choses à savoir. Premièrement, l'un des principaux effets secondaires de ces laxatifs sont les crampes et les douleurs abdominales. Pour cette raison, je ne recommande pas l'utilisation de cette classe de laxatifs dans le syndrome du côlon irritable, car il aggrave souvent les douleurs. Deuxièmement, une utilisation quotidienne sur une période de plusieurs années peut produire le syndrome du côlon cathartique, qui consiste en un côlon atonique et dilaté qui ne propulse pas les sels, à moins d'être fouetté avec un laxatif stimulant. En d'autres termes, ces laxatifs peuvent causer une dépendance et une tolérance. Cela dit, j'utilise parfois les laxatifs stimulants pour la constipation à transit lent en combinaison avec des laxatifs osmotiques. Par exemple, je vais prescrire une dose quotidienne de PEG 3350 et recommander aux patients de prendre un comprimé de bisacodyl au besoin s'ils se sentent particulièrement inconfortables. C'est un bon conseil, Adriana. Je fais la même chose. Les dernières classes de laxatifs, et non les moindres, sont les prokinétiques et les sécrétagogues. Qu'a-t-il à dire sur ces médicaments? Commençons par les prokinétiques. Ce sont des médicaments sur ordonnance et ils agissent sur le système nerveux entérique du côlon pour produire des contractions péristaltiques et accélérer le temps de transit colique. Il s'agit de médicaments comme le prucalopride, vendu sous le nom de Resotran au Canada. Le prucalopride est un agoniste des récepteurs 5-HT4. Les sécrétagogues, quant à eux, sont des médicaments qui ont pour but d'augmenter le volume de liquide au niveau de l'intestin et d'en accélérer le transit. Ceci inclut le linaclotide, vendu sous le nom de Constella au Canada, le lubiprostone, qui n'est malheureusement pas disponible au Canada, le plecanatide et le tenapanor. Peux-tu nous parler rapidement du mécanisme de chacun de ceux-ci? Bien sûr. Le linaclotide et le plecanatide sont des agonistes de la guanylate cyclase C, qui engendrent une augmentation des concentrations de cGMP et subséquemment une augmentation de la sécrétion de chlore et de bicarbonate dans la lumière intestinale. Le lubiprostone, quant à lui, est un agoniste des canaux chloriques engendrant encore une fois une augmentation de fluide dans l'intestin. Enfin, le tenapanor est un inhibiteur de l'échangeur sodium-hydrogène qui agit en diminuant l'absorption de sodium dans l'intestin. Pour terminer, quelle est la place des conseils diététiques et de la supplémentation de fibres? Très bon point, Alicia. Bien que la consommation de fibres alimentaires soit importante, plusieurs patients consomment moins de fibres dans leur diète qu'ils ne le pensent. Ainsi, il existe de nombreux suppléments de fibres sur le marché, comme le psyllium, vendu sous le nom de Metamucil,
ou la dextrine de blé, vendue sous le nom de Benefibre. Le patient doit commencer avec une dose plus faible au début, par exemple 1 à 2 cuillères à thé par jour, puis il peut augmenter progressivement après quelques jours. Si trop de fibres sont prises à la fois, des ballonnements et des gaz peuvent survenir. Il faut tout de même savoir que bien qu'une supplémentation de fibres soit souvent bénéfique pour la constipation, elle peut parfois être contre-productive dans la constipation à transit lent, car elle peut augmenter la quantité de sel à évacuer. D'accord. Merci Adriana pour cette révision de la prise en charge de la constipation chronique. Nous espérons que nos auditeurs ont trouvé ce podcast utile. Joignez-vous à nous la semaine prochaine pour le prochain épisode de Gastro 101 qui portera sur la constipation induite par les opiacés. À bientôt!